Bonjour, ici Sophie, bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes, le podcast où on parle de nos vies affectives, amoureuses, sexuelles et de Dieu. C'est un épisode où nous parlons de comment en parler en famille. Peut-être pour la plupart de ceux qui nous écoutent, on n'a pas bien vraiment parlé de ces sujets dans nos familles. Donc je voulais faire un épisode pour réfléchir. Si vous avez des enfants, si vous allez avoir des enfants, si vous espérez avoir des enfants, c'est un épisode à écouter, peut-être pour revisiter ce que nous avons bien vécu et mal vécu dans nos familles d'origine, et les choses à apprendre maintenant pour pouvoir faire différemment. J'ai beaucoup aimé cette conversation entre Nathalie et Charlotte et de réfléchir ensemble à ce qui nous empêche, ce qui facilite ces conversations. Encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur Spotify, sur YouTube ou à nous écrire sur Insta pour dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec cet épisode, comment ça vous a marqué. Ça nous fait du bien de savoir que ces épisodes sont utiles à nos auditeurs. Je te souhaite du coup un bon épisode, une bonne écoute. Et donc comme je sais jamais, et en plus je dis et donc, alors, du coup, excellent, je les dis tous, on les évacue. Ok, c'est parti. On est hyper content de retrouver aujourd'hui Nathalie et Charlotte. Nathalie, elle a déjà fait un épisode, mais Charlotte, elle débarque. Voilà, donc on est hyper contente. Nathalie et Charlotte sont liées par les liens familiaux, puisque Charlotte est la fille de Nathalie, ou Nathalie est la mère de Charlotte. Nathalie, toi, t'es sage-femme en cabinet et t'es sexothérapeute. T'es influenceuse sur Instagram sous le compte God, Love and Sex. T'es chrétienne, t'es mariée et maman de 3 enfants et tu rêves d'écrire un bouquin un jour sur la sexualité pour les chrétiens. Toi, Charlotte, tu as 20 ans, t'es étudiante en 3e année d'architecture à Lyon, t'aimes faire de la peinture, tu m'as dit acrylique et aquarelle, et tu aimes les Cévennes d'amour, ce qui t'a évidemment gagné immédiatement mon respect éternel, puisque les Cévennes, c'est la plus belle région du monde, on est d'accord. Dans cet épisode, on va parler de comment parler d'amour, de sexualité, de célibat, de couple en famille. Et on a envie de faire une discussion où une fille répond à sa mère et sa mère répond à sa fille. Et on va voir comment ça va se passer parce qu'on reconnaît que c'est difficile, peut-être, de parler de ces choses-là en famille. On espère que ça va vous donner des clés et tout ça. Et on plonge directement dans cet épisode avec Nathalie. T'es professionnelle de santé autour de la vie amoureuse, affective et sexuelle. C'est quoi, d'après toi, les enjeux de parler de sexualité et d'amour en famille? Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on se construit dans sa famille en fait, on apprend tout dans sa famille et la sexualité, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas inné, c'est pas naturel, ça s'apprend. Tout s'apprend dans la sexualité, toutes les dimensions de la sexualité s'apprennent, à la fois, comment on va être en relation, comment fonctionne son corps, qu'est-ce qu'on fait de nos émotions, quelles sont les connaissances qu'on a et cetera. Et donc, qu'on le veuille ou non, en fait, qu'on ait décidé ou non, qu'on en ait conscience ou non, c'est dans cet environnement-là que, on toutes et tous, on a construit, notre sexualité au fur et à mesure, quoi. Et donc en fait, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, on en parle quand même. C'est-à-dire que, on véhicule toujours quelque chose sur l'amour et la sexualité, à partir du moment où on existe, dans un environnement, en tant que parent, par exemple, on véhicule un message à nos enfants sur la sexualité et sur l'amour, même si on n'a jamais dit un seul mot. Donc, du coup, c'est intéressant de se dire, voilà, sachant que de toute façon, je transmets quelque chose, autant, essayer de se demander qu'est-ce qu'on est en train de transmettre, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait Ah, pas c'est conscience, clair. voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, non pas de se demander, voilà, si on doit en parler ou pas, mais de se dire: «On en parle déjà, en fait» et Qu'est-ce qu'on a donc, envie de dire, quoi? Ouais, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message? Et c'est pas que par les mots que ça se passe, c'est par, tout ouais. un tas de choses. Mais au moins par les mots, on contrôle ce qu'on dit plus ou moins, alors que quand on n'utilise pas nos mots, on sait pas trop ce qu'on transmet, quoi. C'est ça. Donc c'est le cadre de cet épisode, on reconnaît que c'est important d'utiliser des mots pour parler de sexualité et d'amour en famille. La question va être comment on peut faire pour dire des choses qu'on a vraiment envie de dire et pas transmettre des choses qu'on n'a pas envie de dire. Charlotte, en tant que fille, toi, qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents qui écoutent et qui veulent parler de tous ces sujets avec leurs enfants? Je pense que c'est important déjà de le faire avec bienveillance et d'apporter, ce qu'on a envie de dire,
dans l'écoute aussi de ce que les enfants peuvent enfin, elles sont en capacité d'accepter à ce moment-là ou pas, enfin aussi en fonction de leur âge ou de leur moment de vie. Et aussi que je pense ça se voit aussi dans la manière dont on vit les choses. C'est plutôt une atmosphère, c'est un tout global aussi. Et c'est la manière dont on interagit, les relations. Et donc c'est ce qu'on peut voir des fois plutôt que ce qu'on peut entendre d'une grande discussion qui impacte aussi notre vie et une façon de vivre après. Donc notamment le couple de parents qu'on voit, on peut aussi souvent se baser un peu sur la manière dont eux ont fonctionné et la manière dont nous on ressent leur amour, leur sexualité. Je pense, c'est surtout, je pense, ouais, une manière de vivre aussi qui impacte quoi. Ouais. Donc en fait, tu reviens à dire que, c'est pas que, ce qu'on dit, mais c'est que comment on le vit, quoi. Oui, C'est très intéressant parce que j'ai hâte de savoir comment est-ce qu'on peut vivre ce qu'on dit et dire ce qu'on vit pour, aussi j'imagine que ça doit être important en tant qu'enfant et en tant que parent de pouvoir, expliciter ce qu'on vit. J'ai entendu parler d'une famille, 2 enfants assez rapprochés en âge, ont vécu toute leur enfance là en pensant que leurs parents avaient le meilleur couple qu'ils avaient jamais vu et l'autre que les parents allaient divorcer. Et je me dis: «Waouh!» Enfants, ouais, vraiment très rapprochés en âge, qui perçoivent des choses différentes et je trouve ça fou, en fait, que peut-être que les parents avaient pas explicité assez, ce qui se jouait, dans leur couple et que du coup les enfants ont interprété avec leur petit cerveau dans leur petite tête. Oui, effectivement, il y a l'équilibre entre les 2. C'est-à-dire c'est indissociable, je crois, on va expliquer des choses, mais si on les vit pas, c'est des mots creux, en fait. C'est comme la foi. On va dire, c'est hyper important de croire en Dieu, mais en fait, les enfants, ils voient rien de Dieu dans la famille, quoi et donc mais peut-être que des fois, il y a des choses qui sont en lien avec ça, mais qu'ils ont pas identifié que c'était ça, quoi, par exemple. Donc effectivement, c'est l'ensemble de choses, en fait, qui se lient et des fois, c'est vrai que, il y a besoin d'expliquer un peu, un petit truc pour qu'on se tienne la main, pour qu'on se fait un bisou, «Ah bah tiens, oui, papa et maman, ils sont amoureux», enfin selon l'âge évidemment, hein, et du coup, c'est ça qui leur permet de faire le lien entre ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont l'impression et effectivement des fois, ça vaut le coup de clarifier pour pas qu'il y ait des interprétations, voilà, qui soient pas forcément, les bonnes, quoi. Par exemple, oui, papa et maman se disputent, ça arrive en fait. C'est pas grave, tu sais, on a le droit de se disputer, des fois on n'est pas d'accord quand on est grand et oui, c'est vrai qu'on a peut-être, été un peu, on a peut-être un peu crié là, c'était pas ça a dû te faire peur mais t'inquiète pas, ça arrive et puis, quand on n'est pas d'accord, il vaut mieux le dire et ça, par exemple, ça a l'air tout bête, mais c'est déjà un apprentissage de la sexualité, en fait. Parce Mmh. que dans la sexualité et dans les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, on a besoin d'exprimer, de se positionner, de dire si on n'est pas d'accord et cetera. Mais en même temps, on a besoin de le faire, sans écraser l'autre, sans être dans l'humiliation ou sans violence, quoi. Voilà, donc c'est par exemple, hein, tu parlais de ça tout à l'heure, Ouais. c'est un des apprentissages, quoi. Ah oui, c'est intéressant que même les choses qui n'ont pas rapport direct à la vie affective, amoureuse ou sexuelle aient un apprentissage pour ce domaine-là. Parce que tu parles d'apprendre à se disputer ou d'apprendre à exprimer un désaccord. En fait, ça sert une fois, qu'on est dans une relation amoureuse. Ah mais ça sert à fond, ça sert à fond parce que, heu, un des gros, gros, gros problèmes dans les difficultés sexuelles, des gens que je reçois, c'est qu'ils n'arrivent pas à le dire, en fait. Ils n'arrivent pas, à exprimer, quand ça va pas et que quand ils ont des relations sexuelles, ils sont pas bien dedans, par exemple. Ils ont jamais pu le dire, parce que, il faut être doux, il faut être patient, on est chrétien, donc il faut pas se disputer ou même on n'est pas chrétien, mais il faut pas se disputer parce que sinon le couple est en danger et donc on se dispute pas et pour éviter la dispute et ben, on va vivre des choses qui nous feront pas du bien et qui font pas du bien non plus à la relation et c'est pareil dans l'amitié, c'est pareil dans toutes les relations. On a besoin en tout cas de savoir que notre ressenti, il est important à prendre en compte. C'est qu'il faut pas étouffer, si on a si on n'est pas bien, si on a des émotions négatives, s'il y a un truc qui vient, poser souci, bah, c'est pas anodin, c'est là, donc il faut voir qu'est-ce qu'on en fait. Des fois, il faut juste attendre que ça passe et parce que ça n'a rien à voir avec le couple et puis voilà et c'est pas et puis des fois, ben, oui et à ce moment-là, on le regarde en face sans avoir peur aussi. De se dire, Ouais. parce que des fois quand on est moi je me rappelle quand on était jeunes mariés, on avait l'impression que
si on se dispute une fois, c'est foutu, on s'est trompé, c'est une catastrophe, enfin ça va pas, tout va s'effondrer quoi. Enfin moi surtout, j'avais cette impression-là. Et je et finalement, quand j'ai entendu: «Mais non, mais c'est normal, tous les couples ont des hauts et des bas». «Ah bon? Je savais pas, on me l'avait jamais dit». Ah mais Ah ça va mince! mieux, du coup je respire un peu plus quoi, j'ai moins peur, je vais Ouais, pas divorcer tout de suite là. ouais. Voilà, bon. Ou j'ai le droit de pas être d'accord et je vais pas divorcer, ouais. Ouais, ouais Mmh. voilà, c'est ça, c'est ça. On peut s'aimer sans être d'accord et ça c'est un des apprentissages. Oui, parce que même, quand tes parents alors, moi j'ai pas d'enfant donc ce que je vais dire, ça va être encore assez peut-être déconnecté de la réalité. Mais Charlotte, tu parlais de cette atmosphère qui est dans la famille et qui favorise, ces choses-là et même dans cette atmosphère-là, il peut y avoir du désaccord. Toi, Charlotte, quelles sont les choses que tu pourrais conseiller aux parents pour qu'ils puissent développer cette atmosphère bienveillante et d'écoute réciproque? Si, par exemple, tu penses à la dernière fois où tu as eu une discussion profonde, où tu as pu te livrer avec un ou une amie, c'était quoi les caractéristiques de la discussion ou de l'ambiance ou de la personne qui ont fait que tu as pu partager des choses? Déjà, je pense qu'il faut un environnement de confiance, donc ça, c'est plus une relation qui se fait sur le long terme, mais avec une personne avec qui tu peux avoir confiance et te confier. Et oui, je pense la bienveillance aussi l'écoute, d'écouter ce que l'autre a à dire et de vraiment essayer de comprendre et peut-être se mettre à la place aussi de la personne ou de l'enfant à ce moment-là. Et aussi faire attention au jugement aussi. Enfin, on n'a pas la même notion des choses et la même notion de la vie en général. Et du coup, pour nous, il y a certaines choses qui peuvent paraître choquantes ou quoi, mais qui sont pas forcément pour les enfants ou quoi. Et du coup, ouais, peut-être faire attention à son regard sur la situation. Mmh. Ça veut dire un peu par rapport au choc générationnel, qu'il peut y avoir, avec entre les parents et les enfants, et la différence de vision? Je reviens, tu as dit une atmosphère de confiance. Est-ce que tu arrives à définir je te pousse un petit peu, hein. Est-ce que tu arrives à dire qu'est-ce qui fait tu as parlé de long terme, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette confiance? Il y a donc le non-jugement, la bienveillance, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense aussi notre relation par rapport à la foi, parce que on sait aussi, enfin, je sais aussi que mes parents ils sont chrétiens et je sais que moi aussi, et donc on a certaines valeurs communes qui fait que je sais que c'est aussi un lieu sûr, ma famille, où je peux, si j'ai besoin, me confier, et que je sais qu'on on a des choses en commun qui fait qu'on se rejoint sur certaines choses, qui fait que sur les choses où on pourrait ne pas se rejoindre, on reste quand même liés, je pense. Ouais, c'est beau. Dans mes discussions avec les couples ces derniers temps, j'ai vu que l'engagement du mariage, c'est aussi un cadre de confiance. Et donc, dans une famille, il y a deux parents, s'ils se sont mariés ou s'ils se sont pas mariés, ils se sont engagés l'un envers l'autre. Et en fait, les enfants, ils sont au bénéfice de cet engagement, mais eux-mêmes n'ont pas vécu un engagement réciproque à la confiance et à la transparence et à l'honnêteté. Parce que c'est peut-être pas le rôle des enfants et tout ça. Mais je me demande comment est-ce qu'on peut favoriser les fruits, je sais pas si vous me suivez, hein, mais les fruits de l'engagement parental, devant monsieur le maire ou je ne sais où, qui favorise ce cadre pour la confiance, la bienveillance et tout ça. Comment on peut le favoriser pour que ça impacte toute la famille et pas que le couple parental? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Moi, il y a un truc qui me vient, tu me diras si ça répond à la question, si ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à l'histoire de l'amour inconditionnel, qui rejoint la grâce aussi de Dieu, mais le fait que, on n'aime pas l'autre en fonction de ce qu'il a fait, de ce qu'il a donné, de comment il se comporte, de ce qu'il nous apporte. On aime l'autre parce qu'on a choisi de l'aimer. Ça ne veut pas dire que, on doit tout accepter, tout subir non plus, hein. Je vais de temps en temps faire des petites nuances comme ça, mais quand même globalement, c'est ça l'idée et ça, je crois que justement c'est important de enfin c'est une des choses qui peut se transmettre, plus ou moins, aux enfants. Dans le sens où, comment que tu sois, quoi que tu fasses, quels que soient tes choix, je t'aimerai toujours même si c'est pas les miens, en fait et ça, on le voit dès tout petit, en fait,
alors c'est des fois des petits pièges dans lesquels on peut tomber, de un peu de chantage et tout, mais voilà, on essaye de transmettre aux enfants, que, voilà, l'amour qu'on leur porte, ils sont en sécurité, en fait, et que du coup, ce qu'on essaie de vivre nous, dans le couple, eh bien, on veut le leur transmettre à eux et leur envoyer ce message-là, pour qu'ils soient assurés que notre amour, il va pas bouger, en fait, et donc ça, il me semble que c'est une des parts de l'engagement, quoi. Trop ouf. C'est puissant comme base de discussion, c'est vrai, hein, comme base de peut-être de désaccord sur les visions de la sexualité et de l'amour et comme, Mmh, base pour, mmh, les désaccords dans les choix de vie, c'est fou. mmh, Je mmh. t'aimerais peu importe ce que tu fais, c'est beau. Dans la sexualité, je crois que c'est voilà, j'ai des histoires assez tristes, quoi, qui que je qu'on m'a confiées par rapport à ça, où on arrive à le vivre dans tout, mais dans la sexualité, non, et ben, bon, je trouve que c'est triste, voilà. Ouais. Alors Nathalie, en tant que maman, parce que tu as parlé en tant que professionnelle de santé, mais maintenant en tant que maman, qu'est-ce qui est difficile ou qui a été difficile ou limitant dans le fait de parler de ces sujets en famille? Alors d'abord, pour rassurer tous les parents, c'est beaucoup plus facile de parler avec les enfants des autres qu'avec les siens. Ça c'est sûr, parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise les autres, il y a pas d'enjeu, ils s'en fichent et tout. Donc voilà. En tant que maman, c'est vrai que, bah, les 2 sont liés parce que tout ce que je lis, que j'entends, que j'écoute aujourd'hui, bah, évidemment, ça a bougé ma manière de parler avec mes enfants. Mais c'est vrai que j'ai commencé il y a pas si longtemps et puis j'ai l'impression que si je recommençais aujourd'hui, je ferais sûrement plein de choses différemment, quoi. Mais bon, peut-être que c'est toujours l'histoire, ce qui est difficile, c'est que enfin moi, j'avais cette vision avant de me former un peu et tout, qu'il faut, expliquer les choses, quoi. Donc voilà, il faut à un moment donné qu'il y ait la grande discussion où on explique, alors, voilà, le plan de Dieu pour la sexualité, c'est ça, il faut pas coucher avant le mariage, et puis, et puis aussi quand même, j'avais ça déjà dans l'idée de dire, voilà, si tu es pas d'accord, tu as le droit de dire non, tu es pas obligé, que ce soit pour les garçons, pour les filles, le consentement, c'est important. Donc voilà, et en fait, ce qui m'a quand même libérée, et heureusement ils étaient encore un peu là, c'est de réaliser, alors je ça peut-être ça contredit ce que tu disais, on est là pour parler des mots qu'on prononce, mais quand on va insister avec Charlotte, je crois, quand j'ai réalisé que finalement, c'est beaucoup plus facile. Ça veut pas dire que ces discussions-là, il faut pas les avoir, dire une bonne fois pour toutes à nos enfants, voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, je crois que Dieu, nous apprend ça, c'est important de le dire, et puis, et en même temps, tout de suite dire aussi, mais si jamais tu t'écartes de ça, ben, je serais peut-être triste pour toi, mais je te rejetterai jamais, donc voilà, ça c'est dit, je pense qu'il faut que ce soit explicitement dit. Mais après, c'est saisir plutôt toutes les petites occasions de la vie, et qui vont faire qu'il y a des trucs des fois qui nous sont servis sur un plateau, quoi. Quand ils sont plus petits, je sais pas, on va voir des animaux, qui sont en train de copuler, puis on va dire: «Ah ben tiens, ils sont en train de fabriquer un bébé», je sais pas, tu vois? Ou bien, «Ah ben on va au restaurant». «Pourquoi vous allez au restaurant?» «Ben parce qu'on est amoureux, on a envie de passer du temps ensemble», parce que tu sais quand on est amoureux, ben on prend soin de la relation, c'est important parce que si on se voit jamais, on n'a jamais le temps, «Ah ben oui, on se fait un bisou parce que voilà», voilà, et des petites choses comme ça, en fait, qui font qu'on n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières, on n'a pas besoin de savoir, des trucs très compliqués, et cetera. Tout le monde peut faire ça, en fait, et du coup, ben, voilà, ça ça sécurise beaucoup. Après, la difficulté que moi j'ai eue et que d'autres ont sûrement aussi, c'est qu'évidemment, quand on parle avec nos enfants, ça nous renvoie à nous-mêmes, quoi. Ça Mmh. c'est inévitable. D'ailleurs, quand on parle à nos enfants, quand on parle à d'autres enfants, quand on parle à qui que ce soit, ça nous renvoie à nous, nous-mêmes, comment on vit, notre propre sexualité, et cetera. Donc c'est plus facile quand ça va bien que quand c'est difficile, quoi. Donc du coup, voilà, c'était ça un petit peu les 2 trucs, de s'imaginer qu'il faut savoir plein de choses et connaître plein de trucs, et puis, après voilà, de en fait, ça nous renvoie parce que les enfants, ils posent des questions, il faut être à l'aise pour répondre. Si on est soi-même gêné, et ben, les enfants, ils vont recevoir la gêne qu'on a, en fait, alors que pour eux, c'est simple, ils peuvent te demander des trucs, les enfants, entre la part et le fromage, ils en ont rien à faire, quoi. Sauf que s'ils voient le malaise chez toi, ben, c'est comme ça qu'ils vont se dire: «Ah oups, ah d'accord, là, ça, c'est malaisant, j'ai compris que il faut pas trop parler comme ça». Donc voilà, c'est un peu, voilà, et j'ai quand même envie de dire, bah, que faut pas qu'on se mette trop la pression non plus, quoi. Parce que de toute façon,
le message, il passe, dans tous les cas, plus ou moins, quoi. Mais Ouais. on essaie de faire au mieux et on fait des erreurs et puis, il y a plein de choses qu'après coup, on se dit: «On aurait dû faire ça comme ça ou comme ça». Mais bon, ça, c'est comme pour Et tout le reste. puis, si on a une conversation, on est gêné, qu'on a besoin le soir d'aller chercher, une phrase clé à dire, le lendemain sur la question de l'enfant, on peut revenir dessus le lendemain en disant: «Tu m'as posé cette question hier Tout et à moi je fait, savais pas trop quoi te dire, parce que tu es un enfant. tout à fait. Voilà, ce que j'ai envie de te dire» et puis passer à autre chose et c'est bon, quoi. Ouais, ouais, exactement. C'est bien d'avoir internet C'est maintenant. vraiment pas un souci. Ouais, c'est ça. Oui, puis il y a des petits bouquins, des petites ressources qui peuvent aider aussi, ça permet, de faire. Mais c'est vrai que, honnêtement, les enfants, en fait, quand ils sont grands, ils aiment pas trop ça, quoi. Quand ils sont petits, ils sont contents, ils ont envie de tout savoir, il faut en profiter. Moi, je me rappelle, je me dis: «J'ai pas assez profité quand ils étaient petits, de montrer les livres, d'expliquer, les trucs et tout», et là, ils ont soif, ils veulent savoir tout, ils veulent voir tous les dessins, ils te demandent tous les détails, machin et de tout et là, tous les noms de chaque truc et tout. Heu, c'est voilà et après quand ils ont 13 ans là, Ça bascule. ils ont plus envie que tu leur parles de ça, «Ah quoi. mes Ils partent en yeux!» courant, ils ont plus envie, c'est normal et ça revient quand on ça revient un peu après, hein. Mais il y a toute la période de 13-17 où on peut espérer qu'ils auront aussi des ressources ailleurs, qu'on n'est pas seuls les parents non plus à devoir, être responsables de ça. Faut espérer que les églises, les groupes de jeunes, les camps, les podcasts s'en Les saisissent. comptes Instagram. Voilà. Ouais, se saisissent du sujet et passent la main. Toi, Charlotte, tu rigolé, quand ta maman a parlé du moment où les enfants n'ont plus envie d'en parler avec leurs enfants. À ton avis, c'est quoi qui est difficile ou qui limite, qui bloque dans le fait de parler de ces sujets en famille? Je pense que déjà, il y a un peu une gêne, en permanence, enfin, au niveau sociétal, plus au niveau de l'école et tout, partout autour, même à l'église, on n'en parle pas. Donc ça se ramène aussi à la maison dans le sens où on n'en parle pas, on n'a pas envie d'en parler autre part. Bah, on n'a toujours pas envie d'en parler à la maison et je pense que c'est aussi, la question de un peu du privé et on grandit, on se dit: «Bah, c'est ça me concerne plus moi», mais en même temps, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais ouais, je sais pas trop, On n'a plus envie d'en parler avec ses parents, on préfère aller ailleurs. C'est comme si on a suffisamment entendu, ses parents en parler, donc on veut aller avoir d'autres sources d'informations? ouais, après moi, je pense que j'étais aussi timide un peu en entier, on va dire. Du coup, j'avais pas forcément envie d'en parler, ailleurs non plus, enfin, OK, c'est juste on en parle pas trop, tout court. ouais. Mais après on en parle plus avec les copines aussi en grandissant, mais les copines assez proches où, elles ont aussi, les mêmes problématiques aussi puisqu'elles ont nos âges et donc c'est plus facile aussi, de parler avec des gens qui ont le même cadre de vie, enfin, je sais pas comment on appelle Ouais, ça. ouais. Moi, dans ma famille, on parlait pas du tout de sexualité et on en parle maintenant beaucoup plus librement depuis qu'on est adultes tous, et puis depuis que je fais un podcast sur la vie sexuelle, amoureuse et et affective. Du Ça coup, j'en aide. parle plus avec mes parents, mais c'est vrai que, je me dis, est-ce que c'est enfin, en fait, moi, j'ai encore des tabous quand je parle de sujets de sexualité. Sur le podcast, ça se voit pas parce que j'ai préparé mes épisodes avant, mais j'ai déjà raconté ça sur le podcast. Je travaille avec des étudiants et un jour, il y a une étudiante qui m'a demandé de but en blanc, dans une discussion sur la sexualité: «C'est quoi le sexe oral?» Et en fait, je sais ce que c'est, mais j'ai été incapable de répondre à cette question et c'était il y a pas si longtemps que ça. J'ai été incapable de répondre à cette question alors que j'en ai déjà parlé avec des copines de mon âge, mais c'est juste que j'avais pas le vocabulaire pour en parler, je savais pas comment ne pas choquer une étudiante qui était peu informée, comment il fallait en parler et je me suis vraiment ça m'a attristée quand j'ai constaté que j'étais pas capable de l'expliquer simplement et que du coup ça allait peut-être provoquer de la honte chez l'étudiante en question, qu'elle ne s qu'elle se dise: «Ah, j'ai posé une question qui a mis Sophie mal à l'aise» ou «Ah, j'ai posé une question interdite» et j'étais là: «Ah, j'ai vraiment envie de travailler ça pour, les bébés de ma vie qui vont grandir et qui vont me poser des questions. J'espère que je serai une personne sûre où ils pourront venir poser les questions qu'elles voudront pas les poser aux parents» et je me suis dit: «Ah ouais, qu'est-ce que je dois encore
Enfin, qu'est-ce qui en fait, d'où vient le tabou pour que je puisse aller le déminer, pour qu'au bon moment, je puisse répondre? Et en même temps, j'ai pas envie d'être superwoman et j'ai envie d'admettre que j'ai des limites, mais d'où vient le tabou, en fait? Charlotte, ta maman, est sexothérapeute aujourd'hui et pourtant tu sentais cette gêne, dans l'environnement familial? Oui, bah, en vrai, moi, je pense que je suis pas non plus encore 100 à l'aise, avec Ouais, la sexualité en général, même si, enfin, je pense que je suis plus moins à l'aise avec ma sexualité, mais avec la ouais. sexualité en général, ça me dérange moins et enfin, je trouve ça vraiment cool d'en parler et c'est intéressant, mais je pense que des fois, j'ai l'impression que ça me concerne pas parce que, bah, je suis célibataire depuis un moment et du coup, c'est une autre sexualité aussi. Mais du coup, j'ai l'impression que ça m'appartient qu'à moi et que c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler. Après, j'ai pas de Mais réponse de où ça vient. non, mais je trouve ça formidable la distinction que tu fais. En fait, c'est ouf. Non, mais c'est révolutionnaire. Pardon, excusez-moi, j'en fais des caisses, mais la distinction entre la sexualité, en théorie, on peut en parler dans la famille, mais en fait que la vulnérabilité des implications de la théorie dans nos pratiques, dans nos vies, ça, c'est vraiment profondément vulnérable et intime et on a du mal à en parler en famille et que c'est les cercles de vulnérabilité. Genre, tu peux partager ton opinion sur la sexualité. On est formé à partager ses opinions en France, même sur la sexualité. Et après, par contre, les émotions ou le vécu sur la sexualité, c'est vachement plus difficile à partager. Et ça, pour moi, ça éclaire un petit peu cette discussion. Et en même temps, c'est normal que tout n'est pas appelé à être dit dans tous les espaces, quoi. Moi, j'ai des discussions avec des patientes que j'aurais pas avec mes enfants, en fait. Parce Ouais, que c'est normal, c'est pas ma place, enfin ça va pas, je veux dire, ce serait pas adapté. Il y a un côté où il y a aussi, l'espace, privé de chacun, chacune, qui fait que, il y a besoin de neutralité des fois pour confier certaines choses. ouais, Donc et nous d'ailleurs, on parle, dans la famille, on va pas parler de notre vie à nous non plus, enfin je veux dire, ça serait ouais. déplacé même. Je veux Non, dire, c'est clair, ce serait pas c'est bien, pas ouais. le but, et donc faut trouver le bon équilibre entre pas mettre de honte et se cacher et en même temps, pas non plus déplacer, les limites de manière à envahir, les enfants avec la sexualité parentale et ça, c'est aussi des choses qui peuvent se voir avec des climats où c'est un peu trop, peut-être, voilà, c'est peut-être un peu trop envahissant pour les enfants et c'est pas leur place, en fait. Et dans les discussions, c'est pareil, moi, quand je reçois des jeunes filles, des fois avec leur mère, la maman, elle me dit: «Non, mais je viens, c'est bon, on se dit tout». Mais tu sais peut-être pas de ce dont on va parler vraiment, en fait et puis du coup, finalement, la maman, elle sort un peu, elle me dit: «Non, parce que je voulais pas dire devant ma mère» et c'est normal. C'est pas qu'elle a pas confiance en sa mère ou qu'elle aime pas sa mère ou que sa mère, elle est là avec elle, c'est super. Mais il y a des choses, voilà, des choses, c'est pas avec les parents qu'on va les dire, quoi, parce qu'il y a quand même, l'espace intime de chacun. Après les opinions, oui, on peut parler de tout, je pense, mais sur la manière de faire, sur le consentement, on voit un truc dans un film, on en parle: «Ah oui, mais pourquoi ils font ça? Ben nous, on sait bien qu'on n'est pas d'accord et tout». Ça oui, mais après, voilà, des fois c'est Mmh, voilà, à voir et en même temps, si des fois il y a un truc vraiment difficile, faut espérer qu'il y ait quand même l'espace pour venir le dire quand même. Mais ça, mmh, c'est toute la question. D'espérer ça aussi, d'avoir créé le cadre, enfin l'espace suffisamment bienveillant, pour se dire, voilà, si un jour tu es vraiment en galère, vis-à-vis de ça, j'espère que tu vas pas le vivre toute seule dans ton coin, sinon c'est qu'on a peut-être échoué quelque part, mais bon. Elle me mmh, dit: «Non, alors ça va, je suis contente». mmh. Ouais. C'est ça, en fait, ça semble logique. Mais j'avais cette idée utopique en commençant cet épisode qu'on allait avoir des clés pour vraiment parler des choses et là, en fait, c'est ça s on n'utilise pas des mots, c'est plutôt, le climat et la posture paralangage et en plus, ce serait pas bienvenu d'en parler trop, autant les enfants que les parents, de trop aller dans l'intime et le vécu, quoi, lié à la sexualité quand on n'est pas, encore une fois, sur des choses, c'est bien de parler s'il y a des Mmh. crises et besoin d'aide, mais c'est peut-être pas auprès de ses parents qu'on va déposer, les questions et c'est peut-être bien comme ça. Par exemple sur, enfin je sais pas, tu sais ce que je pense, on en avait déjà parlé. Moi, je considère que, par exemple, c'est pas légitime d'interdire aux ados la masturbation, par exemple. Ouais. Donc j'ai donné ce message à mes enfants. Mais jamais de la vie,
Je vais leur poser la question de qu'est-ce qu'ils en font de ce Ouais. message. Je pense que c'était important de le donner parce que je vois les culpabilités qui se créent après, chez les jeunes qui viennent avec en consultation et tout avec les blocages. Pour moi, ça crée des problèmes et cetera. Donc je tenais à cœur, j'avais à cœur de le dire parce que je sais qu'on c'est un discours qu'ils ont pu entendre ailleurs. Donc pour moi, c'était important de le dire. Mais après, c'était pas un dialogue là pour le coup, c'était: «Je te donne cette information, Ouais. notre opinion, c'est ça. Maintenant, Ouais. ce que tu en fais, ça me regarde pas». Voilà, pour donner un exemple, un peu concret quoi, de à la fois dire les choses vraiment, de manière quand même claire, parce qu'on peut pas non plus toujours rester, en surface, à dire des trucs, voilà, Bateau. Ouais. voilà. Mais en même temps, la limite, c'est de dire voilà et ce que nous on fait, c'est ça les regarde pas non plus, ou ce que nous on a fait à ce sujet, c'est pas des choses qu'on va aborder quoi. Ouais, c'est un bon exemple. Donc voilà. Et on parlait aussi en préparant l'épisode, on parlait de l'habillement, qui est un sujet, assez, transversal au niveau du rapport au corps, du rapport à la sexualité, du rapport au désir, au regard, masculin ou féminin, enfin tout ça. Et tu avais des pensées, vous aviez peut-être des pensées toutes les 2 sur, on commence par qui, la fille ou la mère? Sur le sujet de l'habillement, qui est un sujet, ouais, transversal. Heu, En vrai, sur la question de la tenue, je me souviens pas d'une grande discussion non plus, mais je sais que j'ai toujours eu le choix de mettre ce que je voulais, tout en ayant conscience que, il y avait un certain cadre, mais que je comprenais aussi parce qu'il avait été expliqué et qu'il y avait des limites que moi-même je devais placer en fonction de ce que je trouvais acceptable ou non et de comment moi j'avais envie de quelle image je voulais renvoyer et donc c'était un choix que j'avais moi à faire, mais qui était, je pense, un peu induit et pas induit mais Conduit? Accompagné, ouais. Est-ce que Nathalie, ça correspond à ce que tu as essayé de transmettre à Charlotte au niveau de l'habillement? Et pourquoi est-ce que tu avais envie de transmettre des choses à Charlotte sur l'habillement? Alors, j'ai un peu évolué sur ça au fur et à mesure des années. Comme tout le monde, quand les filles ont commencé à grandir, j'ai commencé à avoir peur, qu'elles soient, l'objet, qu'elles soient des proies pour, les environnements, autour d'elles et l'envie de leur dire, «Mets des grands trucs et cache ton corps, parce que sinon tu vas te faire embêter». Ce qui est pas faux. Mais d'un autre côté, assez vite, enfin voilà, ces dernières années, j'ai questionné, cette histoire de responsabilité de, qui est responsable de quoi, en cas d'agression, qui est responsable de quoi, en cas de comportement, inapproprié et c'est pas les filles qui sont responsables de ça, en fait. Et je voulais aussi faire passer ce message de dire, s'il y a des personnes qui se comportent mal envers toi, c'est pas parce que tu as mis un crop top ou un short, quoi. On Mmh. doit apprendre à se comporter avec respect en face de tout le monde, même si la personne elle est toute nue, j'ai envie de dire. Tu vas pas Mmh. venir la Ouais, violer non plus, quoi. Je veux dire, tu ouais. vois? Donc replacer la responsabilité au bon endroit. Sachant qu'en plus, en vrai, dans les agressions, la tenue a rien à voir. Donc ça c'est ce que j'ai découvert un peu plus tard, mais donc voilà, après c'était, selon ce que tu portes, bah, tu vas voir dans l'espace, public ce que ça va produire et tu vas pouvoir, décider comment tu veux l'adapter ou pas l'adapter. Mais je trouve qu'il faut faire, hyper attention. Moi, j'ai jamais voulu, rentrer dans le discours de: «Attention, tu vois bien, là, on voit tes fesses, ça va pas du tout, je sais pas quoi, tu devrais te cacher». Qu'est-ce que tu vas susciter aussi, du coup, chez les garçons? C'est horrible, en fait, parce que ça crée aussi des troubles dans la féminité, dans le rapport au corps, dans, la honte, créer une honte. Le corps est pas honteux, en fait, le corps des femmes, n'est pas honteux. Donc du coup, ben, on n'a pas besoin de le cacher parce que si on va jusqu'où là? On va jusqu'où après? On cache jusqu'où? Enfin, on sait bien jusqu'où ça peut aller d'ailleurs. Donc moi, j'ai pas envie de rentrer, dans ça et après, souvent, on se pose la question de: «Est-ce qu'il faut mettre des limites?» et on dit: «Oui, mais si on met pas des limites aux filles, elles vont faire n'importe quoi». Ben, moi, j'en ai jamais vu arriver toutes nues non plus, le dimanche matin à l'église ou au groupe de jeunes ou dans les colos, quoi. Elles ont même elles-mêmes pas envie en fait de d'arriver toutes nues, donc je pense qu'on peut leur faire Ouais, confiance, et puis si vraiment il y en a une qui a une difficulté avec ça, parce qu'elle a besoin d'attention, ça peut arriver, à ce moment-là, on va échanger, on va discuter, on va dire: «Voilà, comment tu vois ça?» Voilà, mais c'est vrai que, ça a pas été trop un sujet à la maison effectivement, les tenues, que ce soit elle ou sa sœur parce que
Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu, enfin, j'ai des amis ou d'autres où ils auraient peut-être pas accepté des tenues que nous, on a acceptées pour nos filles, quoi. Mais bon, après, c'est chacun, hein, mais c'est faire attention aux messages qu'on véhicule, derrière, nos conseils, nos Ouais, discussions. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Qu'est-ce qu'on vise? Où est-ce qu'on c'est veut aller clair. avec ça? Et qu'est-ce que ça peut induire, chez les enfants, ce qu'on va leur dire, en fait, que ce soit nos enfants à nous ou les enfants dont on a la charge, en groupe de jeunes ou en colo. Moi, sur, le sujet de l'habillement, je me rappelle d'une conversation où je regrette beaucoup ce que j'ai dit, mais j'avais trouvé le short d'une fille en colo qui était trop court et je pense que j'étais pas dans: «Oh là là, ton corps il est sexualisé» ou j'étais là: «Ton short est trop court». Et en fait, dans ma tête, j'étais là parce que culturellement, c'était trop court pour moi, mais j'avais pas encore assez de recul pour savoir qu'il y avait un enjeu culturel sur la manière de s'habiller, pas qu'un enjeu, de prédation sexuelle ou, de désir ou de susciter du désir. Aujourd'hui, je sais que, ben, je m'habille pas de la même manière dans différents endroits parce qu'il y a des endroits où culturellement, il faut être un peu plus couverte que dans d'autres endroits et c'est OK, en fait. J'ai envie de respecter, la culture dans laquelle je vais. En me respectant moi-même aussi. Mais, aujourd'hui, je crois que si je voyais une fille, plus jeune, beaucoup plus jeune, s'habiller de manière trop courte dans un lieu où la culture est plutôt un peu plus longue, je pense que j'irais en disant: «En fait, le problème n'est pas avec toi, le problème n'est pas un regard sexualisé, le problème, c'est juste une question de culture là et de comment on s'engage dans la culture du lieu où on est» et c'est un peu ce que tu disais sur l'espace public, mais je trouve que c'est une manière, de présenter, la chose, respectueuse du corps et qui sort un petit peu du ouais, de la culture du viol, de l'apologie du viol où, c'était trop court et du coup tu demandes que ça. Ouais. Ah! Et puis C'est ça. aussi, de pouvoir se dire, le les choses qu'on voit, sont pas que sexuelles. Enfin, je veux dire, tu vois, le corps, c'est le corps. Enfin, je veux dire, on a chaud, on met un truc, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon, c'est pas obligé de transformer ça en quelque chose de sexuel, quoi. C'est clair. Parce qu'en même temps, il y a ce paradoxe de dire, les femmes sont toujours complexées, elles ont toujours honte dans la sexualité, elles veulent éteindre la lumière, machin, tout ça. Et en même temps, quand elles avaient 13 ans, on n'arrêtait pas de leur dire qu'il fallait qu'elles se cachent. Ouais. Alors, du coup, on fait comment? Et puis d'un coup, à 25 ans: «Ah non, ça y est, c'est open bar maintenant, tu te balades Qu'est-ce que nu tu es devant coincé? ton Ouais, ouais, mari», voilà, qu'est-ce que tu es ouais, coincé? Bah oui, mais alors, après voilà, hein, c'est ça. Et c'est pas puis il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, enfin on va pas comme je ouais, disais tout à l'heure, sur, qu'est-ce qu'on veut, les besoins d'attention, besoin d'affection qui peut passer par là ouais, aussi et ça demande d'être accompagné. En fait, c'est toujours pareil, ils sont en maturité, ils sont en construction, donc ils ont ouais, besoin d'apprendre. C'est normal qu'à 13 ans, tu as pas fait le tour de tous les codes et de toutes les compréhensions et de tous les trucs, comme sur tous les domaines. C'est notre rôle à nous, en tant que parents ou éducateurs, je crois, de ouais, les aider à comprendre les enjeux, à cheminer, à réfléchir, à faire leurs choix, à faire, que leurs choix soient éclairés et qu'ils avancent quoi, ouais, tranquillement. grave. Et je pense aussi il y a un risque que, si la manière est trop brutale de dire les choses, l'enfant il peut aussi mal réagir et décider de mettre ces habits-là en dehors de la vision des parents ou de enfin j'ai eu des copines qui faisaient ça en mode déjà elles changeaient de t-shirt en arrivant au lycée ou quoi. Enfin en soi, si on n'explique pas et que l'enfant il comprend pas pourquoi il a pas le choix, il peut aussi décider de refuser l'interdiction et de faire ça en dehors quoi. Ouais. Bah, du coup, vous m'avez montré que les conversations et les mots qu'on utilise sont pas si importants. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez qui est important de transmettre, en dessous dans derrière les conversations? Qu'est-ce que toi, Nathalie, tu as envie de transmettre et toi, Charlotte, qu'est-ce que tu as envie d'encourager les parents à transmettre? Alors moi j'ai envie de transmettre, un bon équilibre entre, on a peur qu'ils fassent des bêtises et on veut qu'ils soient épanouis relationnellement et sexuellement. C'est-à-dire qu'on a peut-être, trop tendance et moi je l'ai eu aussi avant de réfléchir un peu plus approfondi, de manière plus approfondie sur le sujet, mais la première chose qui nous vient quand on dit on est, des parents d'enfants chrétiens, donc on veut leur parler de la sexualité, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire, de quoi on a peur, c'est qu'ils fassent des bêtises, c'est-à-dire, qu'ils vont coucher avant le mariage ou qu'ils vont regarder du porno ou je sais pas quoi. Donc on pense à ça et ça, il y a pas un seul endroit chrétien où on n'a pas cette préoccupation-là. Bon, mais par contre, on oublie peut-être que,
on veut pas juste qu'ils fassent pas de bêtises, on veut peut-être quand même qu'ils soient heureux aussi, quoi. Comme dans tous les autres domaines de leur vie. Je veux dire, on veut pas juste que nos enfants pensent à faire la prière tous les soirs, on veut qu'ils aient une relation avec Dieu. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est un peu la même idée. Mmh. Donc de trouver l'équilibre entre, oui, on donne des choses, mais l'objectif, il est quand même de favoriser un épanouissement, relationnel, sexuel, émotionnel, et cetera et heu et de faire en sorte que leur dimension sexuelle de leur personne qui existe, qu'ils soient en couple ou qu'ils y soient pas, enfin je veux dire ça c'est on est tous des êtres sexués, quel que soit l'âge et cetera. Qu'ils soient en paix avec cette dimension sexuelle quoi, qu'il y ait de la joie associée à ça, qui est voilà et donc ben, moi c'est ça qui me paraît, utile et aussi, l'idée de se dire, comment dire ça? Jésus est pas venu pour ramener la moralité sexuelle, quoi. Jésus est venu pour ramener le salut et donc le but ultime de l'éducation de nos enfants, c'est de les amener à Christ, en fait, il me semble Mmh. et donc bah, faisons peut-être attention à pas faire passer, heu, des objectifs secondaires avant les objectifs, prioritaires et il me semble que le comportement sexuel, il va découler de la relation à Dieu et non pas l'inverse parce que si ils ont fait pas de bêtises, mais qu'ils sont tellement dégoûtés de la foi à force qu'on les ait, fait la morale sur ça, bah oui, on a tout perdu pour moi. Je veux dire, ça va Mmh. pas, quoi. Alors c'est pas si simple, hein, des fois, hein, mais moi j'essaie de jamais perdre de vue ça quand je parle sur Insta, quand je parle à mes enfants, quand je parle à des jeunes, quand je parle à des couples, quand je parle à des adultes, quand je parle à des femmes, de dire, l'objectif premier c'est la relation avec Dieu, en fait. Mmh. Même si des fois Mmh. je parle même pas de Dieu, mais en réalité, c'est ça derrière et donc est-ce que ce que je vais dire sur la sexualité, ça peut les éloigner de Dieu? Alors si c'est ça, peut-être que, voilà, après ça veut pas dire qu'il faut rien dire, ça veut pas dire qu'il faut pas se positionner parce que je crois que ce que Dieu nous demande, ça va aussi dans le sens de l'épanouissement, ça va aussi dans le sens de la joie autour de la sexualité. Ça se contredit pas, en fait. Mais si on est tout de suite, à stigmatiser les comportements et puis aussi, voilà, c'est vrai que j'entends tellement de choses, tristes quoi, qu'on a entendues dans les églises, enfin là encore dans la semaine, je sais pourquoi j'ai des problèmes sexuels, c'est parce que quand j'étais jeune, j'ai fait ça ou ça. On m'a toujours dit ça à l'église, mais c'est des mensonges aussi. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu peux, avoir 1000 partenaires et être très épanoui sexuellement. Tu peux en avoir qu'un seul et être dans une souffrance terrible avec ton mari ou ta femme que tu as tout attendu le mariage et tu as tout bien fait comme il faut et derrière, c'est la galère et ça, j'en Mmh. vois tous les jours. Alors évidemment, c'est biaisé parce que ceux qui viennent me voir, c'est que ça va pas. Mais juste ne mentons pas, en fait. Enfin, tu vois, on va pas dire à nos enfants non plus, «Si tu pries pas, demain tu auras une maladie». Bah, non, on va pas dire ça et Mmh. on est dans ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a fait un truc, qui allait pas quand on était jeune, toute notre vie, on va le porter, il y a pas la grâce aussi, enfin, tu vois? Donc c'est cet équilibre en fait, à la fois on dit des choses et à la fois c'est vrai et à la fois je crois que c'est bon pour nous, d'essayer d'attendre la bonne personne et tout ça. Mais en attendant, c'est pas l'enjeu ultime en fait. Voilà, c'est pas le Ouais, seul ouais, truc important de tout, qui soit plus important que tout le reste et je ouais, trouve que c'est ça des fois qui est un peu dommage où voilà, on a tendance peut-être à oublier que le plus important, c'est 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 pas qu'il fasse pas de bêtises, c'est qu'il soit heureux et qu'il soit heureux avec Dieu, quoi. ouais. C'est vachement beau, hein. Dieu, enfin la sexualité et tout ça, ça doit être au service de Dieu et c'est pas l'inverse. C'est ça, C'est ouf, quoi. Heureusement qu'il y a de la grâce pour nous-mêmes en tant que parents. c'est ça. Ouf. En fait, moi, ce que j'ai remarqué sur, le la sexualité, les quelques fois où j'en ai parlé avec les étudiants, c'est que tout le monde a honte. Genre, si t'as fait quelque chose, t'as honte. Si t'as rien fait, t'as honte. Si t'as fait ça trop tôt, trop tard, gna gna. En fait, c'est un truc de ouf. Si tu t'es pas masturbé, t'as honte. Si tu t'es masturbé, t'as tu honte. Enfin, tout le monde, porte, le poids de la honte. Je trouve ça ouf comme c'est hyper efficace pour que tout le monde, soit triste et ait l'impression d'être le seul à alors qu'en fait, tout le monde a honte et tout le monde, a pas eu une expérience linéaire de la sexualité tout au long de sa vie. Et c'est assez fou de penser qu'il y a beaucoup de la honte qui naît, dans nos familles quand justement on n'arrive pas à aborder des questions, on n'arrive pas à dire les choses ou à dire, ouais et puis la honte de toute façon même si on dit tout bien, enfin bref je m'égare mais c'est ça me je suis vraiment frappée, du de la présence ultime de la honte dans les questions de vie affective et sexuelle quoi. C'est ouf
et c'est triste parce que c'est vraiment très efficace. C'est ça et en fait, c'est un truc qui existe en dehors de l'église aussi, bien sûr Ouais, ouais, et nous, dans l'église, en fait, on devrait faire mieux peut-être, enfin ouais. et en fait, c'est comme si on ça rajoute enfin, c'est comme si des fois, j'ai l'impression que c'est comme si la Bible, certains versets ou je sais pas quoi étaient encore plus, utilisés pour rajouter, en fait. Alors qu'il y a plein de choses, qui peuvent, peut-être, libérer au contraire, et c'est dommage, de se dire ça mais bon, après, voilà, on fait comme on peut et puis comme il y a pas d'espace pour en parler, ben, c'est toujours pareil, enfin, on en revient toujours à la même chose. Ouais. Ça demande, du temps, mais là, je suis quand même encouragée parce qu'il y a plein de discussions qui se font à droite, à gauche, par-ci Ah, par-là et ça permet petit à petit d'essayer de libérer, mais les dégâts sont immenses, en fait. Dans l'intimité des gens, les dégâts sont immenses, en fait, sur ces discours de honte et ouais. ça, je me dis: «Mais on a fait des dégâts vraiment», heu et ça bon, on va pas être déprimant dans cet épisode, mais Non, mais moi, j'ai voilà. envie de dire, avec espérance que, si dans ta famille, tu as entendu ou tu pas entendu ou le discours qui n'a pas été dit, mais que tu as perçu était un discours de honte, de tabou, tout ça, c'est pas, foutu pour foutu et tu peux aller voir des gens de confiance aujourd'hui et dire les choses, qui te font honte sur ta sexualité, sur les questions que tu as, sur les choses que tu sais, que tu ne sais pas, sur ce que tu as vécu, ce qu'on t'a fait subir ou ce que tu as fait subir ou ce que tu as choisi de faire, enfin tout ça, tu peux vraiment en parler et aussi, l'espérance qu'on est appelés à être frères et sœurs les uns des autres et d'avoir, cet espace de sécurité avec l'amour inconditionnel dont tu parlais, Nathalie. On peut faire ça les uns pour les autres et moi, j'ai tellement, balancé mes dossiers et j'ai tellement reçu de dossiers d'amis et je sais que j'ai pas besoin maintenant, je sais que quand quelqu'un me dit un truc, intense, me balance son dossier, j'ai pas besoin de lui classer son dossier dans le bon ordre et de trouver toutes les réponses. J'ai juste besoin d'entendre et d'écouter et dire: «Ben, je t'aime» et puis je reste là et tu ouais et c'est peut-être ce qu'on n'a pas vécu dans nos familles et ce qu'on n'était pas appelés à vivre dans nos familles et qu'on peut vivre aujourd'hui, dans des amitiés qui sont belles et qui nous font du bien. Mais bon, c'est à vous normalement, de dire les 2 centimes sur l'épisode. Comment vous voulez conclure cet épisode? Qu'est-ce que vous voulez laisser à nos auditeurs? Là, je me suis un petit peu enjaillée, mais c'est à vous normalement. Je pense que ouais, la question de l'amour et de la bienveillance doit primer aussi. Ouais, c'est une belle manière de terminer, Charlotte, je suis d'accord. Ouais. Ouais, moi je dirais, heu, pensons, au bonheur et à la joie de nos enfants, dans leur, vie, affective, relationnelle et sexuelle et à leur, proximité avec Dieu et puis le reste, devrait suivre. Mmh, c'est beau. Bah, merci mesdames. J'espère que vous Merci. avez dit, tous les items sur votre checklist parce qu'on a dit plein de trucs, mais c'était trop riche. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous donne de l'apaisement si vous êtes parent et de l'apaisement si vous êtes enfant et que vous regardez à votre famille d'origine. Vous pouvez être triste pour les choses qui n'ont pas été bien faites et reconnaissant pour ce qui s'est bien fait et réfléchir à comment vous pouvez guérir. N'hésitez pas à aller suivre Nathalie sur son compte Insta qu'on va mettre dans la description. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.